Bon, on va commencer parce que je crois que ça, il y a déjà presque 60 personnes. Donc, bah, déjà, bienvenue au CAF Conf. Alors, le titre exact, c'est Mieux comprendre la génétique des troubles psychiatriques, des avancées scientifiques. Donc, en fait, on va discuter ce soir, ça va tourner autour de la génétique. C'est une question on entend un peu de tout autour de nous. Ça va, il n'y a pas du tout de lien, il y a tous les liens, voilà. Donc, comme c'est une question, on avait envie d'avoir une réponse sérieuse, on s'est adressé à l'INSERM dans un premier temps pour avoir une bonne porte d'entrée vers quelqu'un qui pourrait nous parler de ça de manière scientifique et rigoureuse. Et donc, on s'est tourné vers Boris Chaumette. Alors, Boris Chaumette, je pense qu'on peut difficilement faire mieux dans nos attentes, puisque c'est à la fois un chercheur et à la fois un praticien. Je pense qu'il se présentera par la suite, enfin tout de suite là, quand je vais lui laisser la parole. Avant de lui laisser la parole, alors, petite précision, vous nous entendez, et comme on est très nombreux, c'est pas possible que vous posiez des questions en direct, en visio. Donc vous pouvez les poser dans le chat. Il y a déjà une série de questions qui sont arrivées par les liens. Et dans le chat, vous pourrez continuer à poser des questions. Pour cette soirée, il y a Nathalie Ménel qui co-anime avec moi, qui va se charger de recenser, enfin qui s'est déjà chargé de recenser pas mal de questions. Et puis, elle fera aussi la synthèse en cours de visio. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi avant de commencer? C'est que oui, la séance la visio est enregistrée et sera disponible d'ici quelques jours sur notre site internet. Voilà, bah, écoutez, moi je vais me taire maintenant et puis je vais laisser la parole à Boris. Merci beaucoup Pascal, je suis impressionné par la très gentille introduction et par le nombre de participants, ce qui montre à la fois que vous me faites confiance et j'en suis honoré et je dois dire, j'ai un peu la pression avant de commencer. Mais je pense qu'aussi en même temps, un point important, c'est de voir que ces questions attirent beaucoup de monde. Et on comprend puisqu'il y a des avancées dans la recherche en génétique qui sont majeures, avec effectivement maintenant une possibilité de transférer ces connaissances de laboratoire vers la prise en charge des patients. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Donc je vous partage mon PowerPoint, j'espère que vous le voyez bien maintenant. Effectivement, il y a des avancées majeures qui peuvent être utiles pour les patients. Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre pour les patients et pour les familles, puisque vous allez voir qu'on va s'intéresser, à travers cette question de génétique aussi, au risque de transmission éventuellement au sein des familles. Donc, je sais que c'est des questions que vous avez été plusieurs à remonter avant la séance, donc je vais essayer de faire un point aussi là-dessus. Donc, moi, je suis psychiatre au GHU Paris, Psychiatrie et Neurosciences, donc c'est le nouveau nom de l'hôpital Sainte-Anne, et je suis enseignant à l'Université Paris-Cité et chercheur au laboratoire INSERM, Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris, avec une petite activité de recherche à l'Université McGill à Montréal. Et donc, ça fait très longtemps que je m'intéresse à ces questions-là. Je vous passe un peu mes liens d'intérêt quand même, mais il n'y en a aucun qui est directement impliqué dans la conférence de ce soir. Je vais commencer tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet en présentant l'exemple d'un patient qu'on a eu il y a 2 semaines dans le service. Et je commence après parce que c'est une actualité un peu à chaud. Et je vais vous montrer d'emblée à quoi ça servait la génétique. Donc, c'est un homme de 20 ans, difficultés scolaires et dans les relations sociales depuis l'enfance, donc avec un tableau de troubles des apprentissages et de traits autistiques. Et puis à l'adolescence, commence à se développer des symptômes psychotiques avec des éléments de persécution qui sont mis en avant par l'entourage. Lui, il ne les reconnaît pas. Donc une affaire banale, on va dire, d'un patient qui se présente chez nous, mais il est quand même adressé avec une histoire qui évolue depuis l'enfance et qui nous fait creuser un petit peu les choses. Et donc, le collègue qui reçoit ce patient-là fait un bilan génétique, en particulier un séquençage d'exomes, donc je vous expliquerai après ce que c'est. Et en fait, ce séquençage d'exomes, il va retrouver des variants dans un gène qui s'appelle MMACHC. Et donc, si on prend l'arbre généalogique, ici vous avez la mère à gauche, le père à droite et le patient qui est en bas. Ce qui s'est passé pour cet individu, c'est que la maman était porteuse d'un variant dans ce gène-là. Donc, le variant tout seul ne donne pas de maladie chez la maman. Le père est porteur d'un autre variant dans le même gène, mais il a une autre allèle à côté qui ne donne pas la maladie. Donc, il faut les deux variants, il faut 2 variants pour être malade. Et en fait, chacun a transmis la croix rouge là. Et le patient ayant les 2 variants
muté, lui a développé une maladie. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça c'est des choses un peu banales de génétique, mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on connaît très très bien la fonction de ce gène. C'est le gène qui est tout en haut là en violet, et en fait, chaque fois que vous voyez des flèches, c'est une molécule qui se transforme dans une autre. Donc par exemple, le CNCBL, là, la cobalamine avec un peu modifiée, elle se transforme en cobalamine en dessous par le biais de ce gène-là. Et donc si vous coupez ce gène-là, ou s'il ne fonctionne plus, ce qui se passe, c'est que vous n'allez plus produire de cobalamine, et donc du coup, vous n'allez plus faire tourner la fonction derrière de dégradation de l'homocystéine. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez augmenter l'homocystéine. Je vous passe ça, c'est pas forcément retenir dans les détails, mais c'est un exemple que chez ce patient, par le fait qu'il avait ces variants-là, on a imaginé qu'il allait avoir une augmentation de l'homocystéine, on l'a dosé, et effectivement, il avait une augmentation de l'homocystéine. L'intérêt est que du coup, la génétique allait très vite pour identifier l'anomalie qui était derrière. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a commencé à mettre des traitements spécifiques pour ce patient-là, en particulier des vitamines B12, puisque c'est en fait on ajoute de la cobalamine, donc on ajoute ce qui manquait à cause du fait que le gène ne fonctionnait pas, et de la cystadane, qui est aussi de la bétaïne, qui permet de faire fonctionner la dégradation de l'homocystéine et donc de diminuer le taux d'homocystéine. Donc c'est-à-dire que ce patient-là, il arrive chez nous, on fait de la génétique, on trouve une anomalie, on confirme par une autre prise de sang derrière que c'est bien ça qui est en cause, et on a un traitement à lui proposer. Mais ça va même plus loin, puisque c'est un patient qui, du coup, on a envoyé vers l'ophtalmo et vers le néphrologue, parce qu'il peut y avoir dans cette maladie-là des anomalies au niveau du rein et de l'œil. Et puis, on est allé encore même plus loin, puisque l'entourage se posait la question d'un risque de récurrence dans la famille, on a pu les rassurer. Et je vous montre l'arbre complet. Donc, le père, la mère, on a dit chacun porte un variant, donc eux, ils ne sont pas malades. Le patient qui porte les deux variants, lui, il est malade. Mais la sœur, elle se posait la question d'avoir un enfant. Et elle se dit, mais alors si mon frère est atteint, est-ce que mon enfant risque d'être atteint de la même maladie? On peut la rassurer complètement en lui disant d'abord qu'on a identifié l'anomalie génétique, donc on peut faire le test chez elle pour savoir si elle est porteuse ou pas de la chose. Elle n'est pas malade, donc on va juste regarder si elle est porteuse. Et puis on pourra même faire le test chez le beau-frère du patient, donc chez le compagnon de la sœur. Et si le beau-frère, par exemple, n'est pas porteur, il n'y a aucun risque pour l'enfant. Donc on peut complètement rassurer cette famille-là, on peut complètement investiguer les choses et en même temps soigner le patient. C'est vraiment un exemple emblématique, c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, pour vous dire ce qu'il est possible de faire en 2022, aujourd'hui, en psychiatrie. Après, il ne faut pas avoir des espoirs complètement démesurés, parce que c'est des cas particuliers encore, mais on est en train d'étendre ces prises en charge. En fait, vous le savez, les maladies psychiatriques sont des maladies extrêmement génétiques, en particulier la schizophrénie. Si on regarde, une bonne façon de se rendre compte de ce que cherche la population sur Google, c'est de taper dans le moteur de recherche Google le début d'une question et de laisser le Google finir. Et donc, si vous tapez est-ce que la schizophrénie est, en anglais, is schizophrénia, et vous laissez Google terminer, vous voyez les premiers mots qui sortent. Est-ce que la schizophrénie est héritable, génétique, curable? Est-ce que c'est un trouble de personnalité? Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est hérité? Est-ce que c'est hérité du père ou de la mère, etc. Donc, c'est-à-dire que les premières questions que les gens se posent sur Internet, autour de la schizophrénie, c'est des questions sur la génétique. Et en même temps, vous avez participé en 2018 au grand baromètre de la schizophrénie. Et dans le même temps, on montre que 71% des Français ignorent que la schizophrénie peut avoir des composantes génétiques. C'est-à-dire qu'à la fois, les personnes concernées ont cette connaissance-là, mais en même temps, il y a une grande inconnue sur quel est le poids de la génétique dans la schizophrénie pour un grand nombre de nos citoyens. Et en même temps, il y a une confusion aussi entre génétique et héritable. C'est-à-dire, on a tendance à dire, ah ben, si c'est génétique, ça veut dire qu'il y a un risque dans la famille. Et bien, pas forcément. Et donc, tout ça, c'est des notions un peu confuses pour la plupart des gens, même si vous sentez qu'il y a quelque chose de ça, les gens vont avoir tendance à confondre entre génétique et héritabilité. Par exemple, ici, vous voyez deux parents qui ne sont pas du tout porteurs d'une anomalie. Ils ont des enfants, dont un qui souffre de schizophrénie. Et chez cet individu-là, il s'est passé, au moment du recopiage de l'ADN des parents pour le donner aux enfants, une erreur de recopiage et l'apparition de la schizophrénie. Donc la schizophrénie peut être complètement génétique pour certains individus, par exemple l'individu qui est en rose là, sans qu'il y ait un risque pour le reste de la famille. Donc il faut complètement découpler cette idée que parce que c'est héritable, c'est catastrophique dans la famille et on ne peut rien faire non plus, puisque je vous ai montré qu'à travers l'exemple, qu'on pouvait aussi proposer maintenant des choses. Maintenant qu'on a fait tomber un peu les tabous sur la génétique, je vais vous préciser un peu plus en détail ce que c'est que la génétique. Alors,
d'abord, vous prenez un être humain, c'est composé de milliards de cellules, hein, un peu comme un Lego dans lequel vous mettez en forme en empilant des petites briques. Et puis, dans chacune des briques qui s'appellent des cellules, il y a des noyaux. Et puis, dans les noyaux de la cellule, il y a des chromosomes. 23 chromosomes qui viennent du père, 23 qui viennent de la mère. XX quand on est une fille, donc 22 paires de chromosomes classiques plus une paire de chromosomes sexuels XX quand on est une fille et XY quand on est un garçon. Et puis, chaque chromosome, c'est formé de quoi? C'est formé d'une longue molécule d'ADN. Et l'ADN, c'est cette longue molécule en spirale. Ça fait maintenant à peu près 70 ans qu'on la connaît. Et en fait, l'ADN, c'est comme un code. Donc, c'est cette espèce de double hélice, là, cette espèce de tourbillon. Et dessus, vous avez différentes bases, on appelle ça des bases, et en fait, ça correspond à des lettres. Donc, par exemple, là, vous avez un T, puis après, vous avez en bleu un C, puis après, vous avez ici, là, en jaune, c'est un A, puis après, vous avez un T, puis vous avez un G, puis à nouveau un C, etc. Donc, c'est un code d'une succession de lettres. Là, il y a 6,4 milliards de lettres. Et ces lettres-là, elles vont former des gènes, et on estime qu'il y a à peu près 25 000 gènes chez l'homme. Puis entre les gènes, il y a des choses qu'on ne connaît pas bien dans l'ADN. On est en train de les explorer, mais on n'a pas forcément toujours la fonction de cette partie-là. Donc retenez qu'en tout cas, c'est beaucoup de lettres, pas facile à analyser, mais qu'on peut savoir les lire les unes à la suite des autres. Et alors, une première chose qu'on peut faire, puisque on connaît la taille de l'ADN, on connaît la structure, on peut aller regarder des délétions et duplications chromosomiques. Ça, c'est une technique qui est assez simple. Imaginez qu'un chromosome, c'est comme un livre, avec des chapitres. Donc là, vous avez le chapitre A, B, C et D au milieu. Vous avez les mêmes chapitres sur les deux chromosomes, hein, qui vient du père et qui vient de la mère. Et puis, à gauche, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il manque le chapitre C. Donc, il y a une délétion d'un bout de chromosome, il y a une région de chromosome qui manque. Il manque un chapitre dans le livre. Et de l'autre côté, vous avez une duplication. Donc, vous avez un chapitre qui a été copié deux fois, le chapitre C. Et les deux choses-là, la délétion et la duplication, peuvent donner des troubles psychiatriques. Alors, en pratique, comment on fait pour rechercher ce type de choses? En fait, c'est très simple. On prend l'ADN du patient, la longue molécule, on la colore en vert. On prend l'ADN d'un témoin dont on sait qu'il n'y a pas de délétion de duplication, on colore en rouge. On mélange les deux et on le met sur une puce à ADN. Et regardez ici, le témoin est en rouge, le patient est en bleu-vert, là. Et donc, du coup, quand vous mettez les deux ensemble, bah, la résultante, c'est que ça fait du jaune. Et puis là où il y a un bout de chromosome qui manque chez le patient, à ce moment-là, c'est la couleur du témoin qui va être visible, donc vous avez un excès de rouge. Et donc, vous voyez, en regardant la couleur, que vous avez plus de matériel génétique du témoin, donc une délétion chez le patient. À l'inverse, si vous avez une duplication chez le patient, c'est-à-dire qu'il y a un excès de vert, et donc à ce moment-là, vous allez voir la couleur du patient à la place de la couleur jaune. Et donc ça veut dire qu'il y a une duplication. Donc vraiment, c'est une sorte de peinture chromosomique, finalement, où vous regardez en colorant vos chromosomes, est-ce qu'il manque des bouts de chromosomes à certains endroits? Ou est-ce qu'il y en a à certains endroits où il y en a trop chez le patient par rapport à un ADN de contrôle? Une autre façon de regarder la molécule d'ADN, c'est de regarder la succession de ces lettres. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant qu'on a regardé le livre, on a regardé s'il y avait le bon nombre de chapitres. Maintenant, on ouvre le livre et on lit, page par page, toutes les lettres, et on voit s'il y a des erreurs à certains endroits. Et donc, par exemple, regardez dans cette succession de lettres, donc vous avez A, A, C, T, 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 G ici en haut. Pour la personne en bas, il y a A, A, C, T, 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 il y a un T au lieu d'un G. Et donc ça peut modifier derrière la fonction du gène et donc la fonction biologique qui va être derrière. Ça, on sait parfaitement l'analyser aussi. C'est quoi ce qu'on appelle le séquençage? Et donc, du coup, on va colorer les lettres qui sont mises dans le tube à essai. Et en fait, à chaque fois qu'on va incorporer une lettre, ça va libérer de la couleur. Et donc, on voit quelle est la succession des lettres de l'ensemble de l'ADN. Donc, en fait, on lit toutes les pages du livre et on regarde s'il y a des fautes de frappe à certains endroits. On peut faire ça pour une liste de gènes, on peut faire ça pour tous les gènes, les 25 000 gènes, c'est ce qu'on appelle l'exome. On peut faire ça pour l'ensemble de l'ADN, même là où il n'y a pas de gène, ce qu'on appelle le génome. C'est beaucoup plus compliqué à interpréter, mais il y a beaucoup plus d'informations. Alors, aujourd'hui, pendant très longtemps, c'était très compliqué de détecter ces mutations-là chez les patients, parce qu'en fait, on n'avait pas de gènes vraiment impliqués dans la schizophrénie, mais maintenant, il y a des publications assez récentes qui montrent qu'il y a 10 gènes, et même 15 maintenant depuis quelques semaines, qui sont impliqués avec des mutations
chez les patients qui ont une schizophrénie. Et les gènes, c'est ceux qui sont à droite ici. 7D1A, vous avez trio, CACNA, donc ça c'est les gènes du calcium, des canaux calciques, et GRIA3, GRIN2A, c'est des gènes du glutamate, etc., etc. Donc en fait, on a plein de gènes maintenant qui commencent à sortir, où on sait que quand il y a une mutation dans ce gène-là, ça peut être en lien avec la schizophrénie. Alors, du coup, quel est l'intérêt d'aller faire des tests génétiques? Parce que je vous explique ce que c'est que l'ADN, je vous explique les techniques pour aller regarder les choses. Donc, soit on va regarder le nombre de chapitres, soit on va regarder s'il y a des fautes de frappe. Mais à quoi ça sert de faire ça? Ce n'est pas juste pour le plaisir. D'abord, c'est de réduire la stigmatisation face à la maladie. Le patient que je vous présentais tout à l'heure, c'était un patient, pendant longtemps, on avait considéré qu'il avait des problèmes d'apprentissage, qu'il ne faisait pas d'efforts pour se faire des amis. Il était un peu, on va dire, mis comme étant le petit canard, le vilain petit canard dans un coin. Quand on commence à trouver une anomalie génétique, les gens on commence à dire que ce n'est pas de sa faute. On ne choisit pas d'avoir une anomalie génétique. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'autisme. Si vous vous souvenez, l'autisme, on accusait beaucoup les parents, et en particulier les mères, de mal éduquer les enfants. On parlait de mère réfrigérateur, etc. Hein, quel mot terrible. Et puis, on s'est rendu compte que l'autisme était extrêmement génétique. Et donc maintenant, il n'y a plus de tabou autour de l'autisme. Quand un parent dit mon fils souffre d'autisme, on n'est pas en train de stigmatiser l'éducation. On s'est rendu compte que c'était une histoire biologique. Que ce soit la même chose dans la schizophrénie, puisqu'il y a une composante génétique extrêmement forte dans la schizophrénie. Et après, il ne faut pas non plus se stigmatiser soi-même en disant c'est de ma faute, j'ai donné l'anomalie génétique à un de mes enfants. Qu'est-ce qu'on y peut? On ne peut rien y faire. On n'est pas responsable d'être né avec les yeux bleus. On n'est pas responsable d'avoir transmis une anomalie génétique à un de ses enfants. Ensuite, ça permet le conseil génétique. Je vous prenais l'exemple de la sœur tout à l'heure qui s'inquiétait d'avoir des enfants. Imaginez une famille comme ça. Vous avez la maman ici qui est atteinte, un garçon qui est atteint. Et les autres, le garçon et la fille, ils peuvent se demander effectivement, est-ce que moi j'ai un risque? Ou est-ce que si j'ai des enfants, j'ai un risque? Tant que je n'ai pas d'anomalie génétique identifiée, c'est très difficile de répondre. Je pourrais répondre avec des pourcentages, mais je ne peux pas répondre finement. Donc c'est pour ça que l'anomalie génétique, elle nous permet un meilleur conseil génétique, permet de répondre à la question qui taraude de la famille sur le fait d'avoir d'autres personnes atteintes dans la famille. Puis ensuite, ça permet de prévenir les comorbidités, parce qu'à ce moment où on a commencé à mettre le doigt sur la génétique, à trouver une anomalie génétique, on va se dire, on va prendre le patient dans sa globalité. Tout à l'heure, le patient dont je vous parlais, il est venu pour une histoire de trouble du développement et une histoire psychiatrique. Finalement, on trouve une anomalie et on l'envoie chez l'ophtalmo et chez le néphrologue. Donc en fait, on sort la psychiatrie de son statut d'exclusivité. On intègre la psychiatrie dans le reste de la médecine. Et là, c'est extrêmement important parce que ça participe aussi à la déstigmatisation. Et puis enfin, développer des traitements spécifiques. Alors vous allez me dire, c'est un peu futuriste. Je vous ai montré qu'il y avait des cas, il y avait en tout cas ce cas-là où on pouvait espérer avoir des traitements adaptés à l'anomalie génétique. Ça reste une minorité des cas. Dans plein de cas, même si on trouve une anomalie génétique, on ne peut pas mettre un traitement spécifique. Ça existe surtout dans les maladies métaboliques, qui sont quand même des maladies assez rares. Mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Et je vais vous prendre un exemple juste après. Je vais vous prendre l'exemple de la délétion 22q11. La délétion 22q11, c'est un bout de chromosome. Donc, regardez ici, là, hop, la partie jaune, on voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus courte sur le chromosome de droite que sur le chromosome de gauche. Et donc, c'est la délétion au niveau du chromosome 22, le bras qui s'appelle Q, et la région qui s'appelle 11. Donc là, il manque un bout d'ADN, donc il manque le chapitre de libre, donc c'est une délétion. Donc c'est une délétion 22q11. Donc on a l'explication, donc on arrête d'accuser l'enfant de ne pas faire attention à l'école, d'être distrait, d'être très anxieux, et on arrête d'accuser les parents d'avoir fait l'éducation. On dit, on a la cause des troubles, et on sait que dans 40% des cas, ces patients-là risquent de développer une schizophrénie. Donc on dit, on n'accuse pas non plus l'éducation ou l'environnement dans le développement de la schizophrénie, on dit, en fait, on sait que c'est un risque qui dépend de la délétion. Permettre le conseil génétique, si j'ai une délétion 22q11 comme ça, et que par exemple la maman ici en noir, elle est porteuse de cette délétion, qu'elle est atteinte, que le frère là, il est porteur de la délétion et qu'il est atteint, et que les deux aînés, la sœur et le frère ici, ils ne sont pas atteints de la délétion, ils ne sont pas porteurs de la délétion, à ce moment-là, je peux complètement les rassurer. Il n'y a pas de risque qu'eux, ils aient des enfants qui aient le même trouble que le frère. Donc je peux être extrêmement rassurant là-dessus. Donc la génétique, ce n'est pas fait que pour angoisser les gens, c'est fait aussi pour rassurer. Et puis l'autre point, c'est que dans cette délétion, il y a des comorbidités qu'on connaît, notamment des problèmes cardiaques. Et donc quand je vois ce type de patient,
je fais attention au fait est-ce qu'il y a bien eu un examen cardiaque préliminaire ou est-ce que j'ai besoin de l'envoyer à un cardiologue pour faire une échographie cardiaque, par exemple. Ou je vais aller doser le calcium, parce que le calcium peut être perturbé dans cette maladie-là et donner des troubles cognitifs plus importants ou favoriser, par exemple, des fois de l'épilepsie. Donc, c'est-à-dire que le psychiatre, il se connecte au reste de la médecine. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, en termes de prise en charge des gens qui ont cette délétion 22q11, d'abord, il y a des recommandations qui sont en train d'être faites par la Fondation internationale sur le 22q11. Donc, on va savoir comment prendre en charge les différents troubles. Nous, par exemple, en psychiatrie, c'est des patients qui vont avoir du mal à répondre à certains antipsychotiques quand ils ont des éléments type schizophrénie. Et donc, on va avoir tendance à mettre de la clozapine, à petite dose, souvent, ça suffit. Par contre, c'est des patients, quand on met de la clozapine, ils peuvent avoir un peu d'épilepsie. Et donc, du coup, on va faire extrêmement attention à ça et on va éventuellement ajouter un antiépileptique s'il y a besoin ou faire un électroencéphalogramme, etc. Donc, on adapte le traitement. On ne change pas tout radicalement parce qu'on n'a pas de traitement spécifique, mais on adapte le traitement à ce qui se passe. C'est des patients qu'on peut mettre en lien avec Génération 22, qui est une association qui s'occupe des familles et des patients avec la délétion 22q11. Et donc, c'est des gens qui vont être en lien avec d'autres familles qui ont les mêmes problèmes, pouvoir échanger et pouvoir gagner ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la capacité à faire face à la maladie. Et puis même maintenant, à l'hôpital Sainte-Anne, on a développé le programme CIRAR, qui est un programme qui est associé, qui permet aux patients et aux familles qui ont des troubles psychiatriques associés à une anomalie génétique de venir se former sur ce que c'est que la psychiatrie, ce que c'est que les anomalies génétiques. Donc c'est un peu le complément de ce qui est fait avec ProFamille, mais pour des patients qui sont porteurs d'une anomalie génétique, parce qu'il y a des particularités, notamment en termes de faire des enfants, en termes de comment on annonce le fait d'avoir des problèmes génétiques à son entourage, etc. Donc vraiment, le message aujourd'hui, il est qu'on peut faire de la médecine de précision en psychiatrie, on y arrive. On est encore dans une grande partie de zone grise ici, on ne connaît pas les anomalies génétiques des patients. On commence un tout petit peu à basculer dans quelque chose qui est un peu au milieu de la diapositive. Vous voyez qu'on commence à avoir des patients qui vont être avec certaines anomalies génétiques, on va pouvoir commencer à comprendre un petit peu ce qui cause la maladie chez eux. Et puis, on espère pouvoir, et on commence un tout petit peu par vraiment quelques cas assez rares, à pouvoir proposer des prises en charge adaptées aux patients. En disant, ce patient-là, il va répondre à telle molécule parce qu'on sait qu'il a telle anomalie génétique. Celui-là, on n'a pas de traitement, mais on va continuer à chercher, etc. Donc, c'est ça l'évolution aujourd'hui de la psychiatrie sous le prisme de la génétique. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il y a un intérêt pour le patient et pour la famille. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on fait pour accéder à ça? Est-ce que c'est uniquement dans des centres très particuliers où il y a des mois et des années d'attente? Je vais vous dire non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une carte qui va être refaite en 2023 parce qu'il y a de nouveaux centres qui vont se créer. Mais voilà les différents endroits où vous avez des centres de référence ou des centres de compétences maladies rares. Vous voyez qu'il y a des interlocuteurs sur tout le territoire. Sur Paris, nous, on est à l'hôpital Sainte-Anne, mais vous en avez à Rouen. Alors, Rouen est mal situé sur la carte, ça me fait toujours très peur quand je vois Rouen à la place de Caen. Là. Mais vous avez aussi Toulouse, Montpellier, Marseille, etc. Donc, vous avez plein d'endroits où vous pouvez trouver un référent pour faire des tests génétiques. Et puis, si vous êtes dans un endroit où vous êtes isolé par rapport à ces éléments-là, ou si localement, vous n'arrivez pas à établir un contact, ce que vous faites, c'est que vous nous contactez. Le plus simple, c'est par mail, comme ça, nous, on regarde les nouvelles demandes régulièrement et on vous fait un retour. Éventuellement, s'il y a besoin par téléphone, mais c'est plus simple quand même par mail. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que soit on organise les résultats à Paris, éventuellement même en faisant au début des téléconsultations, soit on vous trouve quelqu'un qui peut vous recevoir localement. Donc là-dessus, sur l'ensemble du territoire, maintenant, il y a des gens qui peuvent être des références sur ces questions-là. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est que faire un test génétique? Parce que vous allez me dire, oui, mais bon, si c'est pour servir de cobaye, etc., c'est pas la peine. Alors d'abord, on n'est pas en train de servir de cobaye quand on fait ça, puisque d'abord, c'est un résultat qu'on va transmettre aux patients et à la famille. Ça peut servir à la recherche si vous décidez, si vous souhaitez que ça serve à la recherche, mais ça sert avant tout de diagnostic. Et puis, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que c'est une simple prise de sang, même pas besoin d'être à jeun, et après, alors, ça dépend des tests, mais en quelques mois, on a le résultat. Alors, la première chose qu'on fait en consultation, c'est qu'on regarde la motivation qui va conduire à réaliser un test génétique. J'ai eu le cas d'un patient qui me disait « Moi, je veux faire le test génétique pour savoir si mon père est bien mon père. » Je dis « C'est pas du tout ce qu'on va faire.
Nous, on va faire un test pour savoir si vous avez une particularité génétique qui cause votre schizophrénie. Et je ne pourrais pas répondre à ça. Et si c'est la question que vous vous posez, je ne peux pas faire ce test-là. Hein, donc ça, c'est extrêmement important de comprendre ce qui motive la personne à faire le test. On fait signer un consentement éclairé, et on fait signer au patient, et on implique la famille. La loi est vraiment qu'on fasse signer de toute façon le patient. Après, dans les cas de tutelle, etc., on fait signer la famille, mais en vrai, moi, je préfère toujours le faire à la demande du patient. Et même si c'est le patient qui signe, je préfère impliquer la famille. Pourquoi? Parce que si on trouve une anomalie chez le patient, ça peut avoir des conséquences pour le reste de la famille. Et donc, il faut absolument que la famille soit partie prenante de ça. C'est ce que je vous indique en dessous. Quand on remet les résultats des tests en consultation, on est tenu de le faire en consultation, on ne peut pas le faire à distance comme ça ou juste en envoyant un mail, évidemment, même quand c'est des résultats intéressants ou rassurants. On est obligé de voir la personne en consultation, de reprendre avec eux ce que c'est, de réexpliquer les choses. Et on doit informer le reste de la famille si c'est des résultats qui sont importants. Parce que sinon, vous imaginez bien, vous avez trouvé une anomalie dans la génétique dans la famille, puis vous laissez ça, vous ne le dites pas, puis le reste de la famille peut être malade, peut avoir des problèmes, etc. Donc ça devient une affaire familiale à un moment, qu'on le veuille ou non. Après, on le fait ensemble, soit nous dans un coin, soit la famille peut préparer le reste de la famille s'il y a besoin, mais il faut avoir cette idée-là en tête. Et puis, comme on balaye tout, je vous ai dit, on regarde tous les chapitres de livres, on regarde toutes les pages, il faut avoir aussi en tête que parfois, on va tomber sur des choses qu'on ne recherchait pas. Hein. On peut tomber sur une mutation dans un gène qui va prédisposer à un problème cardiaque. Et donc, du coup, c'est des choses qu'il faut avoir en tête que parfois, par le hasard, on va trouver sur des choses qui peuvent être importantes pour la famille. On n'est pas obligé de le dire. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous dites, moi, je vais avoir accès à toutes les données, y compris les données, ce qu'on appelle les données secondaires. Ou alors, je fais le choix de tout savoir, ou je fais le choix de savoir pourquoi je suis venu, c'est-à-dire la psychiatrie. Il nous arrive aussi de tomber sur des variants dont on ne sait pas quoi faire, des anomalies génétiques qu'on ne connaît pas, ou des particularités génétiques qui ne sont pas forcément des maladies, mais on ne sait pas les interpréter. Et donc, du coup, des fois, on vous dira, on ne sait pas. On a tout fait ce qu'on savait faire en 2022, 2023, mais là, on bute sur quelque chose, on ne comprend pas ce qu'on a trouvé. Ce qui veut dire que, vous voyez qu'on est à la frontière entre la recherche encore et la pratique clinique. C'est-à-dire qu'on fait un examen pour la clinique, on va vous donner un diagnostic, mais en même temps, on va en permanence regarder ce qui se passe du côté de la recherche parce qu'il y a des nouveaux gènes qui vont être connus, parce qu'il y a des nouvelles avancées, etc. Et c'est pour ça que ce qu'on vous dit, c'est que si on n'a pas trouvé la cause, ça ne veut pas dire que ce n'est pas génétique. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. Et donc peut-être que dans 2-3 ans, en relisant les résultats, on vous dira « Ah, mais en fait, il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas à l'époque, maintenant on connaît. » Et donc, il ne faut pas prendre un résultat négatif comme le fait que non, on n'a rien trouvé, il faut continuer. Il faut arrêter, etc. Non, la génétique, elle doit se nourrir au fur et à mesure avec les données de la recherche. Vraiment avoir en tête que la plupart des anomalies génétiques ne conduisent pas à une modification de traitement, donc il faut vraiment poursuivre le traitement actuel. Il ne faut pas dire « je fais des analyses génétiques pour montrer que j'ai une anomalie génétique, comme ça, ce ne sera pas psychiatrique et j'arrêterai mon traitement. » Non, il faut continuer le traitement et il faut dire, même si on continue à creuser une piste génétique, pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que de continuer à prendre le traitement. Alors voilà un peu ce qu'on peut faire. Il y a les 3 techniques qui sont offertes. La puce à ADN. Aujourd'hui, on a repris les résultats de ce qu'on avait fait à Sainte-Anne. Il y a jusqu'à 10% des patients qui ont eu une anomalie génétique identifiée à la puce à ADN, donc une délétion, une duplication. Donc il manquait un chapitre du livre où il y avait un chapitre de livre en trop. Donc c'est beaucoup, quand même 10%. Pourquoi? C'est parce qu'on a surtout fait ça sur des patients qui avaient des problèmes de neurodéveloppement ou des patients qui avaient des résistances au traitement. C'est pour ça qu'on a un pourcentage élevé chez nous. Si on regarde dans la littérature, on est autour de 2-3%. Donc c'est pas énorme en termes de nombre de patients. Et quand on attrape ça, c'est bingo, on a l'explication. L'exome, je ne peux pas vous dire combien on a de pourcentage parce qu'on vient juste de commencer il y a quelques semaines et donc j'attends d'avoir les premières statistiques. Mais sur le génome, séquençage de l'ensemble de l'ADN, on a presque 30% des patients qui ont une anomalie au génome. C'est énorme. C'est-à-dire que nous, on ne s'attendait pas à avoir ça. On s'attendait à avoir peut-être 10% à peu près. En fait, on a énormément de succès parce qu'en fait, les patients sont extrêmement triés avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas offert ça à tout le monde, on a offert ça à des patients qui avaient certains critères. Donc, c'est pour ça qu'on a un taux de succès très important. Et alors, quels étaient ces critères pour accéder au séquençage de génome en trio? Voilà, pour un diagnostic de schizophrénie, ce qui paraît logique, il ne faut pas d'anomalie retrouvée par l'analyse par puce à ADN, parce que c'est dommage de payer un génome et qui coûte assez cher alors qu'un examen plus classique aurait pu le trouver avant, notamment des lésions de duplication. Et puis, il faut
au moins un des critères qui est ici, un âge de début avant 13 ans, c'est-à-dire un début précoce. Bon, 13 ans, on avait pris un chiffre bas, maintenant même jusqu'à 15-16 ans, on ne se pose pas trop la question. Une résistance au traitement, ou un effet indésirable très important des traitements à visée psychiatrique, c'est les patients, par exemple, on met 1 mg de risperdal et c'est catastrophique pour eux. On dit qu'il y a quelque chose en dessous qui doit poser problème. Des hallucinations visuelles au premier plan, c'est quand même assez peu classique d'avoir beaucoup d'hallucinations visuelles, souvent c'est plutôt des hallucinations auditives dans la schizophrénie. Donc il faut un de ces critères-là, et puis un critère qui est dans la liste d'après, des difficultés neurodéveloppementales, des troubles cognitifs neurodégénératifs, une scolarité spécialisée, des mouvements anormaux, une épilepsie ou une malformation, ou des problèmes familiaux, c'est-à-dire des histoires dans la famille qui laissent penser qu'il y a une pathologie particulière à chercher. Hein, donc ça, c'est un peu nos critères à nous. En tout cas, ne vous posez pas tellement trop la question, parce que si vous pensez qu'il y a besoin dans la famille de faire des analyses génétiques, la première chose, c'est qu'on pourra faire la puce à ADN. Ça, c'est clair. On le fait, moi, je le fais de manière très large. Le génome, si vous êtes dans les critères, on pourra le faire. Si vous n'êtes pas dans les critères, je ferai l'exome. Maintenant, on a quand même plusieurs tests possibles, et donc on essaiera de voir avec vous quelle est la meilleure stratégie. Ça, c'est pas du tout quelque chose, comment dire, en dehors du champ de la médecine. Hein. Ça, c'est pas du tout quelque chose de complètement farfelu qu'on fait dans notre coin. Il y a plusieurs centres de prescripteurs, dont ceux qui pilotent la partie sud de la France qui sont à Lyon. Nous, on a la partie nord de la France. Et vous pouvez nous contacter de tous les endroits et on s'arrangera pour vous réorienter. Et c'est fait dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement a donné un financement spécifique pour faire du séquençage de génome, donc faire des analyses génétiques, pour faire le diagnostic génétique dans la schizophrénie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inventé par Boris Chomette ou par quelques personnes qui sortent du laboratoire. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment quelque chose qui couvre l'ensemble du territoire national. Alors, une fois qu'on a dit tout ce que la génétique permettait de faire, un petit mot quand même sur ce que la génétique ne peut pas faire. La génétique n'explique pas tout. La meilleure preuve, c'est que quand vous prenez des vrais jumeaux, donc qui ont 100% de leur ADN en commun, donc qui sont exactement identiques, ils ont que la moitié du risque de développer une schizophrénie. C'est-à-dire qu'en fait, 100% de l'ADN en commun conduit à seulement 50% de convergence. Donc, des vrais jumeaux, il n'y en a qu'un sur. Si l'un est atteint, l'autre a un risque sur 2 d'être atteint. Donc, vous voyez que ce n'est pas 100%. Donc, ça veut dire que la génétique, il y a autre chose que la génétique dans le risque. Et puis, si vous regardez, par exemple, pour une fratrie, donc si vous avez il y a un enfant qui est atteint parmi les frères et sœurs, le reste, pour chacun des enfants de la fratrie, c'est 10% de risque. Donc, c'est pareil, ils partagent beaucoup plus d'ADN que 10%. Donc, ça veut dire que le risque est plus faible que le taux d'ADN partagé. L'enfant d'un parent atteint, c'est pas loin de 10% aussi, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a alors que l'enfant d'un parent atteint, il partage 50% d'ADN avec son parent. Donc, du coup, la génétique ne fait pas tout. Ça, c'est important à voir. Alors, il y a des facteurs de risque environnementaux, hein, donc les problèmes au niveau avant la naissance, au moment de l'accouchement, donc par exemple le fait de manquer d'oxygène à la naissance, le fait d'avoir des infections maternelles pendant la grossesse, etc. Mais ça, on ne peut pas forcément y faire grand-chose. Et puis, il y a tout ce qui arrive au moment du développement cérébral dans l'enfance et l'adolescence, notamment l'utilisation de cannabis, hein, qui est un facteur, c'est dommage, c'est un facteur évitable pour empêcher la schizophrénie, donc il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Pour la prévention de la schizophrénie, il faut penser que le fait de consommer du cannabis à l'adolescence, c'est un vrai facteur de risque, d'autant plus qu'on consomme beaucoup. Et puis, le fait d'avoir des traumatismes, hein, la violence, les choses auxquelles on est exposé peuvent évidemment jouer sur le stress et donc jouer sur le cortisol et donc favoriser la schizophrénie. Le fait de vivre en milieu urbain, hein, c'est un facteur de risque. Et puis, le fait d'être dans une position groupale minoritaire, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement le fait d'avoir émigrer dans un endroit, c'est surtout le fait de ne pas avoir de support social. Et pourquoi ça? Parce que l'ADN, je vous ai dit, donc ces chromosomes, on déplie, les chromosomes, c'est la longue molécule d'ADN, mais l'ADN, il n'est pas tout seul, il s'enroule autour de protéines qui sont des histones, il peut y avoir la méthylation, donc des groupes chimiques particuliers qui viennent se fixer sur l'ADN, il peut y avoir d'autres régulations qui font que l'ADN en soi, même quand il y a une mutation, ça peut être compensé, ou alors parfois il y a des maladies qui émergent parce qu'il y a des anomalies de méthylation. Donc il reste quand même si on dit que c'est de la génétique ne fait pas tout, il y a une part d'environnement évidemment, et il y a des interactions gène-environnement importantes.
Mais par contre, la grande révolution aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on peut enfin faire des analyses génétiques pour les patients et on peut enfin répondre, pour une fraction d'entre eux, à quelle est la cause de la maladie, est-ce qu'on peut adapter éventuellement la prise en charge, est-ce qu'on peut conseiller l'entourage sur le risque de récidive pour les apparentés. Alors ça, c'est vraiment les messages importants, c'est qu'il y a quand même des choses à faire aujourd'hui grâce à la génétique. Voilà, je termine juste en remerciant évidemment mes affiliations et donc rappeler que nous, on est dans le centre de référence maladies rares parce que quand on rentre dans la génétique, on fait de la génétique, on va chercher des maladies rares, hein, parce qu'il y a peu de maladies, il n'y a pas de gène qui expliquerait une grande partie de la schizophrénie. On explique à chaque fois avec chaque gène une toute petite partie de la schizophrénie, moins de 1% des cas à chaque fois, avec un gène, puis après avec un autre gène, on va expliquer encore moins de 1%, etc. Mais mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup. Et donc, du coup, si vous voulez accéder à des consultations ou à des tests génétiques, vous envoyez un mail sur crmrpsy@ghu-paris.fr et en gros, quand on reçoit les demandes, on vous fait un retour assez rapide. On fixe une consultation dans le mois qui suit et une fois que les tests génétiques sont faits, ça dépend des tests, mais en gros, en 3-4 mois, on a le résultat. Voilà un petit peu le déroulé. Donc, ben voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais répondre à vos questions désormais. Nathalie, tu peux nous faire Oui. une... Oui, alors il y a eu plusieurs questions qui sont apparues pendant la présentation de Boris Chomet, et il y avait quelques questions au préalable aussi. Alors dans la première, moi je les avais classées dans un ordre qui me paraissait logique. Premier grand type de question, c'était est-il exact que les origines de la schizo sont multiples? Vous nous avez vraiment répondu de façon claire à ce sujet. Je n'ai pas l'impression qu'il soit nécessaire de revenir sur le sujet, on l'a bien vu. Ensuite, j'avais noté où en est la recherche concernant la transmission génétique des maladies psychiques. C'est pareil, là aussi, je pense qu'on a à peu près toutes les réponses. J'ai juste une petite question complémentaire sur ce sujet. J'ai eu 2 fois des questions sur les psychoses auto-immunes. Est-ce que les psychoses, attendez, je vais essayer de retrouver, parce qu'en fait, on a identifié qu'il y avait un certain nombre de patients schizo qui ont des psychoses auto-immunes et qui ne répondent pas au traitement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sait faire sur ce sujet ou Alors, oui, mais les psychoses auto-immunes, justement, ce week-end, j'étais avec Laurent Groc, qui connaît bien ça, notamment les encéphalites NMDA, enfin anti-NMDA. Donc, c'est des cas assez particuliers où il y a une sécrétion d'anticorps qui se détourne de la cible. Par exemple, vous allez avoir un anticorps contre la thyroïde et en fait, au lieu d'aller se fixer sur la thyroïde, l'anticorps va passer au niveau du cerveau et attaquer une partie du cerveau et donc inflammer le cerveau et donner des troubles. C'est assez rare, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est traitable, notamment avec des corticoïdes et éventuellement avec des techniques de modulation de l'immunité. Hein, ça peut être des échanges plasmatiques ou des molécules un peu plus immunosuppresseurs. Donc, ce n'est pas rien comme traitement, mais ça peut se faire. Et donc, il y a des cas où on a détecté des anomalies en termes d'auto-anticorps traitables. Pour le coup, là, ce n'est pas génétique. Enfin, en tout cas, on n'a pas les facteurs génétiques. Donc, on ne les attrape pas vraiment par le séquençage. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, et ça, je le fais assez souvent, quand il y a des critères un petit peu, c'est-à-dire que c'est des maladies qui résistent, qu'il y a une histoire d'inflammation, etc. À ce moment-là, on peut aller plus loin en faisant des tests d'anticorps, mais par des prises de sang. Mais pour le coup, ce n'est pas facile de les attraper par la génétique, ces maladies-là. Donc, on les fait par d'autres tests. Et on peut effectivement, dans certains cas, traiter les patients efficacement avec ça. Okay. J'espère que la personne donc, qui a posé cette question a la réponse. Et, en tout cas, si vous voulez venir nous voir, pour ce type d'analyse, on peut le faire aussi. Hein. Moi, je m'occupe un petit peu moins de cette partie-là. On travaille avec un collègue qui s'appelle Pierre Ellul qui vient nous donner un petit coup de main, qui connaît bien ça. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir sur ces indications. Je pense que là, je vois là dans les messages que la personne dit que la réponse lui convient. Enfin, elle a la réponse, elle comprend la réponse. Il y a une autre question là qui revient aussi un petit peu, c'est, vous savez, dans les explications concernant les causes de la schizophrénie, bon, on a compris la partie génétique, on a un peu compris aussi la partie environnementale, mais une question sur le vivre en ville. Pourquoi est-ce que le vivre en ville est un problème particulier
Alors, on ne sait pas très bien, c'est des choses qui sont assez robustes, c'est-à-dire que ça a été assez démontré dans plusieurs endroits. D'ailleurs, le fait que des gens qui vivaient en ville retournent à la campagne fait que ça diminue le risque. Alors, est-ce que c'est le stress de la vie en ville? Peut-être. Est-ce que c'est la pollution? Peut-être aussi. Après, il y a des explications inverses, c'est-à-dire que des gens qui ont des troubles de type schizophrénie peuvent avoir tendance aussi à vouloir venir dans les villes, peut-être, parce que vont plus facilement trouver de l'aide, éventuellement des secours pour leurs symptômes, etc. Donc, on ne sait pas très bien quelle est la poule et l'œuf dans l'histoire. Mais en tout cas, il y a un signal autour de ça qui est beaucoup moins important que le cannabis. Le vrai facteur environnemental qui donne le plus de risques de schizophrénie, c'est vraiment le cannabis. Le fait de vivre en ville est vraiment petit par rapport au cannabis. D'accord. En fait, si un enfant, enfin si un jeune fait preuve dans son adolescence ou même plutôt d'hypersensibilité par rapport à son environnement, est-ce que ça veut dire qu'il a plus de chances de développer une schizophrénie ou y a-t-il un lien ou pas du tout ou même les jeunes qui ont des TOC? En fait, j'ai deux questions là dans une seule. Est-ce que les TOC et l'hypersensibilité vont générer un jeune schizo? Alors, l'hypersensibilité, il faut qu'on s'entende sur ce que ça veut dire. Est-ce que c'est hypersensibilité émotionnelle, auquel cas, ce n'est pas tellement une appellation psychiatrique. Après, il y a des patients qui ont de l'hypersensibilité, par exemple, au bruit, à la lumière, ce genre de choses. En fait, de manière générale, la schizophrénie, elle commence à l'adolescence, 15-25 ans à peu près. Mais des fois, il y a des signes un peu avant-coureurs, où il y a des diagnostics qui sont donnés dans l'enfance et puis qui vont évoluer dans le temps. Donc, le grand classique, c'est de dire, il y a des traits autistiques, par exemple, il y a des difficultés d'apprentissage, il y a de l'hyperactivité. Pourquoi pas, alors les TOC, pas tellement, mais en tout cas, c'est surtout l'hyperactivité, le déficit d'apprentissage et les traits autistiques. Et puis à l'adolescence, le cerveau, il se recable, entre guillemets. Donc, il va maturer, il y a à nouveau des synapses qui vont se former, qui vont disparaître, etc. Donc, quand le cerveau a pris une trajectoire de développement particulière, ce qui peut arriver, c'est qu'à l'adolescence, la trajectoire, elle s'aggrave, en fait. Et ça, c'est intéressant à comprendre, parce qu'en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que souvent, c'est les mêmes gènes qui vont déterminer un risque d'autisme et un risque de schizophrénie. Donc, c'est-à-dire que dans l'enfance, ça va passer pour de l'autisme, par exemple, puis en vieillissant, ça risque de... Ça peut, pas chez tout le monde, évidemment, hein, on ne peut pas dire que tous les patients avec de l'autisme ont développé une schizophrénie, évidemment non, ce serait dramatique, mais il y a une fraction d'entre eux qui vont évoluer, faire un trouble de type schizophrénie. Et donc ça veut dire que plutôt que de s'affoler et de se dire « Mon Dieu, il y a déjà eu un problème, à l'adolescence, ça va être encore pire, etc. », c'est d'essayer de faire ça, de ce problème-là, une force. C'est-à-dire de dire « Puisque je sais qu'il y a cette fragilité-là, le jour où il y a des symptômes psychotiques qui arrivent, à ce moment-là, je dirais consulter encore plus vite. » Parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a un retard énorme avant qu'un patient, même s'il a déjà eu des problèmes dans l'enfance, vienne consulter au moment de la schizophrénie. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le fait d'avoir eu des premiers symptômes ne fait pas arriver les gens plus vite à des soins. Et ça, c'est dommage parce que plus on soigne tôt, mieux c'est. Donc, il faut se servir de ce qu'on sait comme un levier pour faire quelque chose. Il ne faut pas juste se stresser. Et on a parlé du cannabis, on parle du CBD aussi. Est-ce que Oui, c'est pareil ou est-ce que alors, comme le CBD? Ouais, le CBD, il y a quelques études qui ont étudié l'intérêt du cannabidiol. Hein. Donc le CBD, c'est le cannabidiol pour le traitement de la schizophrénie. Les études sont des études qui sont en cours. On va notamment essayer d'en lancer une étude internationale, mais qui inclura Sainte-Anne. Le problème est qu'on a peu de recul et surtout si ça change les choses, ça les change. Pour l'instant, ce qu'on a l'impression, c'est que ça les change vraiment de manière très très limitée. C'est-à-dire que peut-être que ça diminue un petit peu le stress de certains patients, mais ça ne change pas les choses. Et quand la schizophrénie est installée, il faut vraiment prendre les antipsychotiques. Après, la question souvent est que les gens mélangent le CBD, le cannabis thérapeutique, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Vous voyez, par exemple, la morphine, c'est un médicament qui calme la douleur. Mais vous ne diriez pas, ah bah tiens, puisque j'ai mal, je vais aller me prendre de l'héroïne. Pourtant, la morphine, c'est un apparenté de l'héroïne.
Et donc, du coup, on mélange des fois en disant, bah, le CBD a peut-être une composante utile, mais du coup, pour certains, ça se transforme en, on va faire du cannabis thérapeutique. Et non, pour le coup, le cannabis, on sait que ça déclenche les symptômes et que ça les entretient. Donc, faisons attention avec ce message-là. Le CBD, attention, étudions un peu les effets avant de vous donner une réponse définitive. C'est peut-être pas une solution miracle, mais c'est peut-être une solution qu'on peut creuser. Et par contre, le cannabis dit thérapeutique, ça non. J'ai une nouvelle question là qui arrive sur ce qui arrive dans l'enfance et la suite. L'épilepsie infantile, est-ce que ça pousse vers la crainte de développer une schizophrénie ensuite ou pas? Pas forcément. Il y a plein d'épilepsies bénignes de l'enfant auxquelles il ne faut pas se stresser. Hein. Le grand classique, c'est l'enfant qui a de la fièvre et puis il fait des convulsions liées à la fièvre, etc. Ça, par exemple, il n'y a pas de risque. Après, il y a des formes d'épilepsie qui sont résistantes, qui sont associées à des gènes particuliers et sur lesquels il peut y avoir une évolution vers des problèmes psychiatriques à l'adolescence. Donc, il faut répondre en connaissant vraiment le type d'épilepsie et éventuellement l'anomalie génétique en dessous. D'accord. Et puis, je vous avais dit en tout début, j'ai aussi des questions sur les schizosyndromiques. Quelles sont les particularités? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu ou pas? Alors, je vais vous remettre le diaporama. C'est en fait ce qui s'appelle schizophrénie syndromique. C'est une appellation un peu, voilà, un peu absconde, mais c'est vraiment ce qui correspond à ces critères-là, en fait. Donc, c'est d'abord une schizophrénie, pas d'anomalie à la puce ADN, et puis on dit syndromique quand il y a la présence d'un des trois critères, des 4 critères ici, et un des, combien il y en a, 7 ici. Donc à ce moment-là, on parle de schizophrénie syndromique et on accède au séquençage de génome. Donc c'est purement une appellation pour nous, pour rentrer dans la réglementation. Je précise en même temps, parce que là, on ne parle pas des choses, mais les tests génétiques en France sont totalement couverts. Donc, il n'y a pas besoin de payer. Hein. Oui, j'allais venir, effectivement, j'ai toute une série de questions sur les tests, effectivement, c'était le point suivant, donc c'est déjà intéressant. Mais à qui est-ce qu'on peut les proposer, ces tests? Et est-ce qu'on peut les imposer aussi, ou est-ce qu'il faut systématiquement que le patient signe, Alors, comme vous le disiez? c'est une question qui revient un peu pour les familles, y compris parce que j'ai des familles qui sont des fois venues me consulter pour eux savoir s'il y avait un risque dans leur, par exemple pour une grossesse, parce que quelqu'un de la famille était atteint, etc. En fait, la loi elle est assez claire là-dessus, on peut faire des tests génétiques qu'avec l'accord du patient. Il y a 2 cas de figure un petit peu en dehors de ça, c'est le patient mineur qui ne serait pas en mesure de consentir et le patient qui serait sous tutelle. En même temps, vous comprenez bien que si on fait une prise de sang, qu'on fait une analyse génétique, qu'on trouve quelque chose, il faut quand même que la personne elle soit un minimum d'accord, parce que annoncer un diagnostic génétique à quelqu'un sans qu'il ait même consenti à faire le test, c'est quand même très particulier. Et donc, on ne peut pas faire l'analyse, enfin, moi en tout cas, je ne le fais pas, de forcer les patients à faire le test. Par contre, les convaincre, en discuter, ou qu'ils le fassent en disant, bah, moi, je ne tiens pas spécialement à le faire, mais mon frère, ma soeur m'a demandé de le faire pour savoir, etc. Ça, oui, tout à fait. À partir du moment où c'est clair, et même le patient peut faire le test sans avoir envie qu'on lui donne son résultat. C'est-à-dire que ça, c'est un truc important. C'est-à-dire le patient peut dire, bah, moi, je veux bien qu'on fasse le test pour moi, mais je ne veux pas savoir le résultat. Par contre, si c'est important pour ma soeur, comme ça, elle peut avoir un résultat. Donc ça, c'est un point aussi important. Le patient peut faire le test sans avoir envie d'avoir la réponse. Mais à ce moment-là, c'est pour l'entourage. Hein, il le fait, c'est bien. Il faut qu'on se mette bien d'accord. C'est pour ça que la question, vraiment, c'est quand même de voir les gens et de pouvoir en discuter avec eux. Et puis l'autre question, c'était... Nathalie, c'était quoi? Alors, je me suis perdue là. Quand faut-il les faire? Est-ce qu'il faut l'imposer vraiment? Non, mais c'était surtout ça. Est-ce qu'on peut l'imposer ou est-ce qu'on peut le faire faire? C'était ça, je crois pas. J'ai oublié quelque chose là dans la question. Je suis pas sûre. Est-ce qu'on peut... Ah oui, non, c'était ça. Vous disiez, est-ce qu'on peut le faire pour l'entourage sans le faire pour le patient? Non, on ne peut pas faire un test génétique pour quelqu'un de sain s'il n'y a pas une cause médicale à rechercher. Donc, par exemple, si quelqu'un vient me voir en disant « moi, j'ai aucun problème, mais je veux un test génétique », je dirais bah, « pourquoi vous voulez un test génétique ?»« Ah, parce que, par exemple, votre frère, votre père, ou je ne sais pas qui est atteint, bah, venez avec votre frère, je ferai le test chez votre frère, et s'il y a quelque chose chez votre frère, je le ferai chez vous. » On ne peut pas faire ce qu'on appelle des tests aussi préconceptionnels, c'est-à-dire de faire des tests chez les femmes et les hommes avant de procréer. On leur fait faire un bébé, d'accord. Ouais, c'est ça. Et vous disiez c'est gratuit en fait, les tests sont pris en charge complètement.
Oui, là, c'est maintenant complètement fait, parce qu'on le fait, nous, régulièrement, et tout est gratuit, que ce soit enfin, gratuit pour les patients, hein, c'est payant pour l'État, mais pas pour les patients. Donc là, CGH Arrêt, c'est fait, nous, on les fait à Cochin, et c'est complètement gratuit. Les exomes, on les fait dans un laboratoire extérieur privé, mais c'est pris en charge par le ministère. Et le séquençage de génome, c'est pris en charge par France Médecine Génomique. Donc tout est couvert. Il y a plusieurs mois d'attente pour le résultat, c'est ce que vous disiez pendant la présentation. Ça dépend des tests. La CGH Arrêt, à peu près 3-4 mois d'attente, une fois qu'on a fait la prise de sang. Les exomes, ça va plus vite. Bizarrement, en un mois, on a le résultat. Et le génome, ça dépend de quand est-ce qu'on tombe, parce que c'est fait par groupe de patients. Et donc, ça dépend des moments où vous venez et de la chance que vous avez. Mais globalement, c'est 3-4 mois. Là, il y a une nouvelle question de Catherine. À qui est-ce qu'on peut demander ces tests? Est-ce qu'on les demande au médecin qui suit notre fils ou notre patient, ou est-ce qu'on peut, il faut s'adresser directement à vous? Enfin, à vous, Alors, vous pouvez nous envoyer un mail directement, mais moi, je préfère vraiment quand il y a le médecin qui prend en charge le patient qui est dans la boucle. Pourquoi? Parce que imaginez que vous m'adressiez un mail et puis que je vous vois et puis finalement je me dis mais tiens en fait le traitement il va pas du tout, ou alors il faut creuser quelque chose et puis on va faire des examens supplémentaires et puis en fait le médecin il n'a jamais été au courant. Et après, il lui reçoit un courrier où je dis bah voilà, cher confrère, j'ai reçu telle personne et voilà ce que je vous propose. Il m'a dit mais moi je vous ai rien demandé. Et donc en fait vous allez créer des tensions un peu avec le médecin qui prend en charge le patient et puis notre équipe. Donc, c'est bien d'avoir quand même d'informer au moins le médecin en disant, bah voilà, moi j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avancer, est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et puis une fois que le médecin est d'accord, ça, après, ça en général, ils prennent bien les remarques qu'on fait. Après, nous, on reçoit des gens de toute la France, donc s'il faut organiser des téléconsultations, on l'a même fait pour les DOM-TOM, on l'a même fait pour les patients qui vivent à l'étranger. On organise des téléconsultations, on fait les choses à distance. Maintenant, avec les mails, comme ça fonctionne bien. Et donc, du coup, on peut même, sans forcément vous voir au début, déjà commencer à regarder un peu ce qu'on pourrait faire pour vous. Après, c'est sûr que l'état génétique, quand il faut les faire et qu'il faut faire la prise de sang, ça, on le fait venir parce que c'est un peu… déjà, il faut qu'on vous voit en physique, qu'on vous fasse signer, etc. Et qu'on fasse la prise de sang avec l'infirmière au décours. Et ça, c'est quand même enfin, assez compliqué à organiser un peu à distance. D'accord. Okay. Je suis en train de regarder là, les dernières questions qui arrivent sur ce sujet. Il y a plein de questions qui arrivent là sur ce sujet, mais notamment, est-ce qu'on peut faire des tests dans des hôpitaux privés, par exemple, ou dans des cliniques privées? Enfin, si est-ce que pour le moment, pas encore? Enfin, j'en sais rien. J'avais prévu quelques diapos pour vous dire ça. En fait, ne le faites pas en privé parce que vous allez payer. D'accord. Donc, faites-le avec nous, en fait. En fait, même si vous n'êtes pas dans les critères pour le séquençage de génome, moi, je le ferai en séquençage. Vous accepterez quand même de le faire? J'accepterai. Autre point que je voulais vous montrer, je vous mets une diapo vite fait quand même. Il y a c'est ici, il y a des sociétés comme 23andMe, par exemple, qui vous proposent des tests sur Internet. C'est-à-dire qu'ils vous vendent des kits comme ça, donc c'est vous qui payez, ça c'est marketing un peu, notamment au moment de Noël, il faut se méfier parce qu'ils font plein de promos là-dessus, et ils vous disent, ah, je vous donnerai votre patrimoine génétique, et puis vous pourrez calculer votre risque pour les maladies, etc. C'est des choses complètement erronées. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de scientifique. Et donc, je sais qu'il y a des patients qui se sont fait avoir et qui ont envoyé leur ADN, notamment c'est des prélèvements salivaires, ils envoient ça aux États-Unis. Les entreprises là-bas, elles ont toutes les données génétiques, donc en plus, c'est en lien avec Google, etc. Donc, en termes de sécurité, c'est quand même particulier. Et puis surtout, scientifiquement, ça ne veut rien dire parce qu'ils vont vous calculer un score qui n'est pas scientifiquement valable pour vous. Et donc, il y a la Société internationale de psychiatrie génétique qui a fait des recommandations en disant que ces scores sont des analyses de recherche, elles ne sont pas recommandées pour la pratique clinique, et il ne faut pas l'utiliser pour le diagnostic ni pour l'identification des gens à risque. Et évidemment, ça peut évoluer avec les données de la recherche, mais pour l'instant, ne vous faites pas avoir à payer des analyses génétiques, y compris des analyses génétiques 23andMe, etc., ou ce type de choses, parce que ça n'a pas de valeur scientifique. D'accord. Vous êtes convaincu que les tests vont nous permettre enfin, j'ai l'impression en tout cas, de soigner de plus en plus et vont se généraliser pour les patients schizo, c'est ça? Pour identifier. Dans la schizophrénie, ça va se généraliser, ça, je pense, au moins pour chercher des causes, pour essayer de renseigner le reste de la famille, etc. Pour les traitements, ça va prendre énormément de temps. Parce que si on regarde ce qui s'est fait dans l'autisme, par exemple,
Ça fait quand même un paquet d'années qu'on sait maintenant que l'autisme est écogénétique. L'autisme avec déficience, on est dans 30 à 40% des cas, on trouve une anomalie génétique maintenant. Donc on dit que c'est à cause de ça qu'il y a l'autisme et une déficience intellectuelle. Et pour autant, il y a très très peu de cas où on a des maladies. Par contre, il y a des essais cliniques qui se développent, il y a de plus en plus, le syndrome de Rett par exemple, dans le syndrome du X fragile. Le syndrome du X fragile qui est une anomalie d'un gène qui s'appelle le gène FMR1. Maintenant, sur les 15 dernières années, il y a eu 20 essais thérapeutiques. Donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on change, c'est-à-dire qu'on dit à un patient, non, c'est pas, enfin, vous avez de l'autisme, mais votre autisme, il est dû à une anomalie qui s'appelle le syndrome du X fragile, et je vous propose de rentrer dans un protocole pour tester des médicaments. Donc c'est complètement différent, en fait, la façon dont on conçoit l'autisme. Je pense qu'on sera comme ça pour la schizophrénie aussi. Après, jusqu'où on va pouvoir expliquer la schizophrénie par la génétique, je ne sais pas. Sur combien de cas on va expliquer, 5, 10, 30%, j'en sais rien. Et surtout, combien de temps ça va prendre pour mettre en place des médicaments, je ne sais pas. D'accord. Oui, parce que pour le moment, j'ai bien noté que vous disiez à un moment, vous avez dit que pour le moment, les recherches ne présentent pas de conséquences pour le moment sur les traitements. Bah, ça peut dans de rares cas. Le cas du début, là, oui, c'est le traitement. Et après, ça peut donner des pistes pour changer un peu les molécules, en disant, tiens, je sais que ces patients que j'ai vus avec cette anomalie, par exemple la délétion d'un ion, je sais que eux, ils vont plutôt répondre à telle molécule plutôt que telle autre, etc. Donc il y a des cas où ça me fait penser à des choses auxquelles je n'aurais pas spécialement pensé si je n'avais pas eu l'analyse génétique. D'accord, mais c'est vraiment à votre niveau que ce serait vu, c'est-à-dire en niveau centre expert ou à Sainte-Anne, ou peut-être pas un psychiatre en ville, en fait. Le problème est que vous êtes dans une association qui vous intéressait et qui suivait l'actualité, et donc vous allez finalement, au bout d'un moment, en savoir plus que certains médecins. C'est obligatoire. Surtout dans des domaines comme ça, comme la génétique, qui sont des domaines sur lesquels les psychiatres sont assez peu formés et n'ont pas forcément le temps de suivre tout ce qui se passe. Il faut imaginer à quelle vitesse ça va, c'est-à-dire qu'en avril, on publie 10 gènes, c'est un article dans Nature qui dit, grande revue internationale, qui dit il y a 10 gènes qui ont des variants rares, on peut les attraper, ça explique les schizophrénies, etc. Et là, en septembre, il y a un congrès qui dit en plus des 10 gènes, il y en a 5 de plus. Vous voyez, en avril, septembre, c'est quoi, il y a 5 mois de différence, on va trouver 5 gènes en plus. Donc imaginez la vitesse à laquelle ça va. Donc pour moi qui suis vraiment les choses, parce que c'est vraiment mon domaine, et ça, je suis là-dessus, c'est déjà un peu dur à tout suivre. Alors imaginez pour un psychiatre qui s'occupe de suivre plein de choses, qui n'a pas forcément le temps, en fait, il ne peut pas tout suivre. Donc en fait, ça ne m'étonne pas que des psychiatres ne sachent pas, je ne leur jette pas la pierre, et je pense que vous qui êtes intéressés à ces questions-là, comme vous suivez les choses, en fait, vous allez être beaucoup plus au courant que plein de personnes. Il n'y avait aucune critique par rapport aux psychiatres en ville, hein, pas du tout. Hein. C'est simplement pour dire qu'il valait mieux venir vous voir vous pour avoir une information complète. Il y a une personne là qui vient d'écrire en disant que son fils avait une microdélétion du 22q11. Vous la voyez la question là, parce que je vais la lire. Je suis en train de voir. Voilà. Est-ce qu'il risque trouble du comportement, déficience intellectuelle, avec des problèmes pour verbaliser. Y a-t-il un risque pour lui de développer une schizophrénie? Alors, oui, ça c'est clair. Là, il y a quand même plus de chances qu'il n'ait pas schizophrénie qu'il en ait eu, mais il y a quand même un fort taux de schizophrénie dans la délétion 22q11. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a dit ça, il faut se stresser, il faut déjà prendre contact, et nous, on peut voir cet enfant. Et en plus, après, suivre les choses. Parce que si les premiers symptômes de schizophrénie arrivent, on mettra un traitement tout de suite, on gagnera du temps. L'autre chose, c'est qu'on sait que dans cette microdélétion-là, il y a beaucoup de stress, et que le stress n'est pas très bon pour la suite. Et donc, du coup, s'il y a effectivement beaucoup d'anxiété, alors là, 9 ans, il faut voir, c'est un petit peu jeune, mais on peut éventuellement diminuer le niveau de stress par des traitements pour essayer d'éviter que ça évolue défavorablement. Après, pour cette question spécifique, je pense qu'il faut se renseigner auprès de Génération 22, qui est l'association des parents et des enfants qui sont atteints de délétion 22q11. Et ils font un travail remarquable vraiment sur cette microdélétion. Ils organisent des séminaires, etc. là-dessus. Et enfin, est-ce que j'avais vu d'autres... Moi, j'ai fait un peu le tour des questions que j'avais notées. Je vérifie parce que j'ai essayé d'en noter une ou deux aussi. Alors, il y avait des gens qui disaient si le médecin qui suit le patient n'est pas d'accord, j'ai envie de dire il faut essayer de le prendre.
Mais il y a des gens qui disaient on peut passer par le généraliste. Bah, ça peut être une solution des fois que le généraliste demande un avis ou essaie de bouger un peu les choses. Et puis, est-ce qu'on va communiquer auprès des CMP ou des psychiatres? Je fais mon maximum, mais je n'arrive pas à toucher tout le monde. Là, je vais au CFP, qui est le Congrès français de psychiatrie. J'ai fait le congrès de l'encéphale l'an dernier. Donc, j'essaie de populariser ça auprès des médecins. Donc, ils commencent à être un petit peu sensibles, mais ils seront sensibles aussi grâce à vous. Et donc, si vous voyez qu'un médecin bloque, etc., vous pouvez aussi vous dire, bah non, mais moi, je trouve ça intéressant, et nous mettre en lien, on peut éventuellement le contacter, lui expliquer ce qui est faisable, et essayer de changer un peu les choses. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur ces nouvelles techniques, en fait, les gens ne sont pas forcément toujours au courant, et en fait, ça peut effectivement être important soit vous aussi qui mettiez le psychiatre ou le médecin, vous l'informiez. Et là, on espère tous en fait que vous finissiez par trouver des solutions pour guérir de façon définitive. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable par modification génétique ou... La question, c'est la question de la thérapie génique, en fait. Alors, il y a des maladies où ça a été tenté, mais je vous donne un peu les choses. Par exemple, la myotrophie spinale infantile, qui est une maladie gravissime qui touche les enfants dans la première année de vie et qui les fait mourir. Là, il y a eu beaucoup d'argent mis, il y a eu des essais de thérapie génique, parce qu'on s'est dit, on va tenter, et quelque part, même s'il y a un risque énorme, je ne sais pas, ils vont développer, j'en sais rien, des cancers, ou on va aggraver les choses avec la maladie, on va aggraver les choses avec le traitement. En fait, la maladie est tellement grave qu'on y va, quoi. D'accord, je comprends. Et donc, du coup, le risque est mesuré par rapport aux bénéfices potentiels des choses. Mais la schizophrénie, c'est un peu différent, parce que on vit avec une schizophrénie, on peut se rétablir avec une schizophrénie, il y a des traitements, etc. Donc, du coup, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à mettre en place des traitements qui peuvent être extrêmement lourds pour des maladies qui sont lourdes, hein. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas lourdes, mais qui ne sont pas au niveau critique où sont d'autres. Donc, moi, je crois beaucoup plus au fait de développer des molécules qui, par exemple, vont aider à corriger une anomalie du glutamate, parce qu'on sait que le gène qui joue sur le glutamate a été modifié chez ce patient-là, donc on va apporter du glutamate, on va retirer, etc. Je crois beaucoup plus à ça, on va essayer de compenser les choses, qu'à faire vraiment une correction de l'ADN. Mais peut-être que je me trompe complètement, et peut-être que dans le futur, on aura des avancées spectaculaires, c'est possible, mais... Après, attention, une chose que je veux vraiment mesurer, c'est, oui, il y a des avancées majeures en génétique, mais j'espère vous donner un petit peu d'espoir quand même par rapport à ça, et puis pour certaines familles, c'est important parce qu'on va trouver des choses, mais ne mettez pas non plus des espoirs déraisonnables dedans pour ne pas être déçus non plus. D'accord. Okay. Vous nous avez dit d'être vos ambassadeurs en fait auprès de certains psy, de certains psychiatres en fait, mais est-ce que vous avez des documents à nous donner qu'on pourrait utiliser dans le cadre de l'association? C'est une bonne idée, je n'avais pas pensé à vous donner des flyers pour que vous puissiez faire la promotion, mais c'est une excellente idée. Je peux préparer un petit quelque chose avec l'équipe pour déjà que vous puissiez passer entre vous et puis que ce soit une sorte d'information que vous donniez aussi aux médecins. Tout à fait. D'accord, ok. Et, merci. Chaque fois que je vous dis merci, il y a des questions nouvelles qui tombent. La dernière. Oui, alors qu'est-ce qu'on dit? Il faudrait peut-être attendre. Aujourd'hui, il faut attendre la crise et l'hospitalisation. En plus, ça défile mal en fait sur mon écran. Oui, il faut attendre la crise de l'hospitalisation à l'adolescence pour poser le diagnostic. Il n'y a pas vraiment de prévention. Oui. En fait, il y a quand même des équipes qui font de la prévention, hein, notamment le CEJAD à Paris, qui est un centre jeune adulte et adolescent. Mais vous avez raison. Et en fait, par exemple, la délétion d'endométriose, puisque c'est une maladie qu'on connaît bien, c'est une maladie rare, hein, il y a très peu de gens qui font ça, mais quand ils l'ont, il y a un risque de développer une schizophrénie. Là, c'est typiquement le genre de maladie où on pourrait faire de la prévention. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est la génétique qui permet de connaître son risque et éventuellement de faire de la prévention. C'est typiquement ce qu'il y a eu dans le cancer du sein. Il y a des formes génétiques de cancer du sein, et donc qu'est-ce qu'on fait? On surveille les femmes avec des mammographies régulières et des interventions très tôt s'il y a le moindre doute. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, je pense qu'on va, par ce biais-là, en connaissant notre risque, notre fragilité un peu par rapport aux maladies psychiques, pouvoir mettre en place ensuite des mesures de prévention. Le problème, c'est que quelles mesures de prévention, etc. Il ne faut pas non plus que les mesures de prévention soient trop invasives. Il faut trouver des choses qui protègent sans nuire aux patients. D'accord. Ok, mais
Et puis, il y a une personne qui a écrit aussi sur la duplication 8P23.1. On peut tout à fait se voir, parce que je sais pas, il faut regarder la taille de la duplication, il faut regarder quelle gêne ça touche et tout ça, mais tout à fait, on peut se voir, m'envoyer un mail et puis on fera le point en consultation. C'est Bénédicte qui a envoyé ça. Donc, pour conclure, je vous rassure tout de suite qu'il n'y aura pas d'interrogation écrite. Il y a des choses qui étaient vraiment très, très pointues. Moi, il me semble que ce qu'il faut retenir, c'est que si on a des interrogations à titre individuel, vous êtes une bonne adresse. Et c'est pour ça que je vais rappeler dans le chat, je le marque tout de suite, votre mail, parce que, comme ça, enfin, j'ai bien compris que si on a envie, s'il y a ou un besoin voilà, de plus d'informations personnelles, enfin, sur une personne, on vous contacte et puis vous répondez. Éventuellement, pour les personnes qui habitent loin de Paris, vous êtes réorientés sur des structures plus proches, enfin, etc. Je pense que c'est ça surtout qu'il faut retenir dans une relation duale. Écoutez, moi, je vais vous remercier. On mettra, enfin, on va mettre dans la prochaine newsletter, il y aura un résumé, bien entendu, de cette visio, où on mettra aussi, si vous nous transmettez un petit document, un petit flyer de votre part, ça c'est hyper intéressant. J'ai bien entendu aussi qu'on est un des vecteurs importants pour faire connaître le sujet auprès de toutes les équipes soignantes. Donc, c'est une fois de plus qu'il y a du boulot, quoi. Mais ça, c'est pas. On a un petit peu l'habitude. Et puis, je pense que, enfin, on va voir. Hein. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce CAFCON. Je crois que c'est un sujet enfin, plus qu'intéressant, y compris qu'on pourrait peut-être développer avec d'autres personnes de vos équipes. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le sujet. Voilà.